premier article qui a été publié dans une revue scientifique sérieuse à propos du réchauffement du climat suite à la combustion d'abord du charbon et puis beaucoup plus tard du pétrole et du gaz. C'est un article publié en 1896 par un prix Nobel de chimie suédois qui s'appelait Svante Arrhenius. Et lui avait compris que le CO2 qui était dégagé par cette combustion allait piéger la chaleur à grande échelle au voisinage de la surface de la Terre et allait réchauffer le climat. Il ne voyait pas cela comme un grand problème parce qu'il était suédois, donc l'agriculture en Suède à ce moment-là était très difficile à cause des températures très basses une bonne partie de l'année, et donc il voyait plutôt le réchauffement comme quelque chose de positif. Mais en tout cas, il avait compris l'essentiel des mécanismes, et dans les décennies qui ont suivi, au début du XXe siècle, dans les années 40, il y a eu déjà d'autres articles qui alors attiraient plus l'attention sur les conséquences potentiellement négatives du réchauffement. En 1965, c'est quand même étonnant, le président des États-Unis, Lyndon Johnson, fait un discours au Congrès dans lequel il reconnaît que la quantité de CO2 est en train d'augmenter dans l'atmosphère et que ça représente un risque pour l'humanité et pour les écosystèmes. Donc la prise de conscience, elle date d'il y a longtemps. Il y a effectivement un décalage entre l'urgence climatique que la plupart de la population mondiale comprend aujourd'hui et les actes qui sont posés par les acteurs politiques et les acteurs économiques dans la plupart des pays. Parce que ce décalage était déjà là il y a plusieurs décennies, les Nations Unies ont décidé, il y a tout juste 30 ans, fin 1988, de créer un panel d'experts qui s'est appelé le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC en français, IPCC en anglais, chargé non pas de faire de nouvelles recherches sur le climat, mais chargé de faire quelque chose qui d'une certaine manière est plus original, à savoir faire sur la base de la littérature scientifique sérieuse, une évaluation de l'état des connaissances à propos de toutes les dimensions des changements climatiques, que ce soit les aspects purement scientifiques à propos de la manière dont le système climatique fonctionne, de la manière dont il répond aux différents facteurs qui l'influencent, les projections climatiques pour le futur, suivant différents scénarios, les conséquences pour les activités humaines, pour les écosystèmes, aussi bien celles déjà observées jusqu'à aujourd'hui que celles qui pourraient arriver suivant les différents scénarios d'évolution du climat dans le futur. Et puis, très important, quels sont les éléments de solution possibles. Les éléments de solution dans deux grandes catégories, du côté de l'adaptation à la partie des changements climatiques qui est déjà là, à la partie qu'on ne pourra pas éviter quoi que l'on fasse à cause de l'inertie du système, et très important, les solutions du côté de la prévention pour éviter que les changements ne deviennent trop importants, trop graves. Comment faire pour rester en dessous d'un réchauffement d'1,5 degré? C'est vraiment une immense réussite. C'est un jour historique pour le climat en Belgique, et j'espère que ceux qui sont aux manœuvres et qui ont les moyens, on va dire le pouvoir, de faire avancer les politiques sur ces questions-là, mais prendront conscience de l'ampleur de la mobilisation citoyenne. C'était la moindre des choses qu'on puisse avoir en Belgique un grand événement citoyen et populaire pour le climat, pour réclamer que ça devienne la grande priorité, parce que si on ne gagne pas cette bataille-là, on n'en gagnera plus aucune autre. Toutes les grandes questions sociales dépendent de la question climatique. Les personnes les plus pauvres seront celles qui souffreront le plus des changements climatiques. Donc aujourd'hui, il est question de se mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus des guerres habituelles, et de se retrouver sur l'essentiel. Et c'est exactement ce qui se passe là aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Je suis frappé, et j'étais frappé à Katowice, mais j'ai aussi été frappé ces derniers mois par
l'enthousiasme et la mobilisation des jeunes. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer à Katowice cette jeune Suédoise dont on a beaucoup parlé, Greta Thunberg, qui est une jeune fille qui a 15 ans et qui est extraordinaire. Elle a eu un discours d'une très grande clarté, d'une très grande maturité à Katowice. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Cette prise de conscience et cette interpellation très forte des jeunes qui se rendent compte que nous avons, je dis nous au sens large, nous avons mis leur avenir en danger. Je pense que c'est quelque chose que les décideurs politiques vont être obligés d'entendre très très bien dans les mois et les années qui viennent. Cette transition qui doit avoir lieu doit évidemment être juste aussi. Elle doit tenir compte du fait que si on veut que tout le monde soutienne le mouvement, il faut que ceux qui ont déjà des difficultés aujourd'hui à boucler leur fin de mois n'aient pas encore plus de difficultés demain parce qu'on aurait augmenté brutalement le prix des énergies fossiles sans se soucier de l'effet que cela a sur les plus vulnérables. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. Il faut dire haut et clair que la 6e extinction des espèces est en route. Et ce n'est pas seulement à cause des changements climatiques, loin de là, c'est à cause de la fragmentation des habitats, l'utilisation abusive des pesticides, la diminution des surfaces laissées aux écosystèmes dits naturels, etc. Donc c'est aussi un autre très important problème. Je crois qu'il faut voir l'ensemble de la crise environnementale, il n'y a pas que le climat. Et on peut mettre en œuvre des tas de solutions. Il y a des tas de solutions de toute nature, certaines qui sont plus technologiques, certaines qui sont plus liées à des changements de comportement, d'autres qui sont plus liées à des structures, à des infrastructures que l'on rénove ou que l'on met en place, que ce soit des infrastructures de transport public par exemple, ou des habitats qui sont beaucoup mieux isolés à tel point que dans ces habitats on produit plus d'énergie que l'on en consomme à l'intérieur d'eux, c'est possible aujourd'hui. Mais pour mettre en œuvre tout cela et que cela fasse l'objet du support de la population, je crois qu'il faut avoir autour de ces solutions ou de ces éléments de solution bien davantage de débats démocratiques à tous les niveaux. Je crois que c'est important de ne pas rester seul avec ces problèmes qui peuvent être très anxiogènes. Il y a de plus en plus de gens qui sont déprimés à cause de cette dégradation de l'environnement, qui ont l'impression qu'il n'y a pas moyen de trouver une issue. Et je pense qu'une des clés, c'est justement de parler avec d'autres et de ne pas rester seul, de parler avec d'autres qui ont peut-être commencé à mettre en œuvre certains éléments de solution ou qui en savent peut-être un peu plus sur certaines solutions. On peut aussi inviter dans des groupes des experts et on peut aussi interpeller, particulièrement avant des élections, on peut interpeller les décideurs politiques pour leur demander ce qu'ils prévoient, ce qu'ils envisagent pour faire face à cette urgence environnementale dans le domaine du climat, dans le domaine de l'érosion de la biodiversité. Je crois qu'il y a énormément de possibilités d'agir. Je crois qu'il n'y a personne qui tout seul, dans une sagesse infinie, a toutes les solutions. Je pense qu'il faut des débats démocratiques autour de ces questions-là, des débats dans les écoles, dans les groupes, dans les associations, dans les syndicats, dans les parlements, dans les médias.
Et si tout cela avait lieu bien davantage que ce n'est le cas aujourd'hui, je crois que les choses avanceraient beaucoup plus vite.